On va continuer peut-être avec nos invités. Donc, Monsieur Ardouin, si vous voulez vous installer, Monsieur Busson et Nathalie, pour éventuellement déjà peut-être réagir par rapport à cette projection, et puis regarder sur le plan territorial votre commune, Monsieur Ardouin, mais aussi sur le territoire de métropole, puisque il y a des choses qui se font, mais le constat qu'on fait, nous, au niveau de France Nature Environnement, c'est qu'il y en a encore beaucoup à faire. Donc, comment est-ce qu'on peut faire les uns avec les autres pour que les affaires aillent plus vite dans un sens qui est possible et donc qui permet quand même d'être optimiste d'une certaine manière, parce que si on peut gagner sur ce genre de sujet, on doit pouvoir gagner sur d'autres. Donc, je vous laisse la place. Pardon ? Vous avez un diaporama ou... Non. Alors, je vous en prie, Monsieur Ardouin, si vous pouvez nous faire un retour d'expérience. Je suis Philippe Ardouin, je suis le maire de Simiane-Collongue. Au-delà de ceci, j'ai une délégation qui m'a été confiée par Madame Martine Vassal au niveau de la forêt, de la biodiversité et des paysages. Donc j'étais extrêmement sensible à cette chose-là. Mais ce n'est pas évident car il faut convaincre nos concitoyens. Et ce n'est pas du tout évident. On a eu un phénomène qui est assez éprouvant, qui a été le confinement. Et via le confinement, logiquement, mis à part certaines professions, il n'avait pas à être dehors. Donc, j'ai dit, durant ce confinement, nous allons expérimenter pour tous les quartiers qui touchent aux zones naturelles une extinction des lumières. Pas toute la nuit, parce que là, ça aurait été la révolution. De 23h à 5h du matin. Pas complètement, pour une bonne raison, c'est qu'il y a eu de suite, on va dire, la peur ancestrale. Le noir, c'est le danger. Il va y avoir des morts, il va y avoir des accidents, on va tous se faire cambrioler, ça va être une horreur, ça va être l'hécatombe. Le retour d'expérience, il est très positif. Il y a eu sur toutes les zones, je dis bien des quartiers, et pour vous donner une idée, ma commune fait 32 km², il y a 22 km² d'espace naturel. Donc ça concerne quand même un certain nombre de quartiers. Il y a eu 75% de cambriolage en moins. Et 0 accident. La chose peut paraître surprenante. Mais si vous allez cambrioler une maison, il y a un éclairage public, vous roulez, vous garez, vous déplacez, vous cambriolez, vous repartez. S'il n'y a pas d'éclairage, vous mettez les phares, vous garez, vous éteignez les phares, vous sortez, vous prenez une lampe de poche, tous les chiens se mettent à aboyer, donc on évite le quartier. Donc le sentiment d'insécurité qui était la première revendication est tombé de fait. Et actuellement, au bout de 2 ans, aucune personne habitant dans ces quartiers m'ont demandé de rallumer. Je ne l'ai pas étendu à toute ma commune. Pour une bonne raison, c'est que on peut justifier, parce que je jouxtais des eaux naturelles. En centre-ville, ça serait beaucoup plus délicat, premièrement parce qu'il y a beaucoup de personnes âgées et ils se déplacent à pied. Et deuxièmement, c'est culturel. J'habite en centre-ville. Centre-ville, si nous sommes dans le progrès, c'est-à-dire que j'ai la lumière partout. Je peux vous garantir que si une ampoule est défectueuse sur un lampadaire dans mon centre-ville, on est harcelé au téléphone pour que immédiatement remplace l'ampoule. Donc il y a quand même beaucoup de travail à faire si on voulait éteindre une ville, parce que c'est une petite ville. Un village, c'est peut-être plus facile parce que tout le monde se connaît. Au niveau de l'impact sur la biodiversité, c'est énorme. Bon, là, il y a peut-être des spécialistes plus éminents que moi qui pourraient me couper si je raconte une bêtise,
Mais actuellement, dans nos massifs, il y a 28% de vertébrés et 62% des insectes qui sont nocturnes. Et cette lumière, elle attire ou elle répulse. Pour ceux qui répulsent, eh ben, ce sont toute une chaîne alimentaire qui va fuir un biotope. Et ça va être un peu le désert. Et pour ce qui attire, ils vont s'épuiser, il y aura moins d'accouplement, et les sources de nourriture de ces insectes, notamment sur toutes les espèces de chauves-souris dont certaines sont protégées, vont disparaître. Et depuis qu'en 2 ans, nous avons vu cette faune s'épanouir. Au niveau de la flore, là, je n'ai pas pu faire d'observation. On me dit que ça a beaucoup d'impact, mais ça, je ne peux pas le confirmer ou l'infirmer. C'est une chose, je sais que plusieurs de mes confrères, maires, aimeraient bien l'expérimenter. J'ai eu beaucoup, d'ailleurs, de personnes qui m'ont demandé, mais il y a, on va dire, il faut préparer un peu la population. Et c'est pas évident. Nous, on a la chance de jouxter Natura 2000. Donc, il y a des raisons. J'habite en pleine nature, il y a Natura 2000, je suis amoureux de la nature, donc je peux le considérer. Si on est dans des villes vraiment, on va dire, hors cadre naturel, ça va être beaucoup plus délicat, à mon avis. Merci pour votre retour d'expérience. Je vous propose qu'on fasse chacun à notre tour un retour de nos actions et qu'ensuite on puisse passer à un échange avec la salle. Du coup, je passe la parole à Samuel Busson du CEREMA et je pourrais passer quelques diapositives en support. En support, merci déjà à France Nature Environnement de nous avoir proposé de participer à cet événement. Donc effectivement, je travaille dans un établissement public qui dépend du ministère de l'Écologie. Et je travaille en particulier sur l'impact des aménagements sur la biodiversité et en particulier sur l'impact de la pollution lumineuse. Et je rejoins beaucoup de choses qui ont été dites à la fois dans le film et par M. Ardouin. L'importance d'avoir une approche par quartier, par usage, par besoin. C'est sûr qu'on ne peut pas traiter un centre-ville et un hameau isolé de la même manière en termes d'éclairage. Ce qu'il faut voir aussi, c'est la dynamique dans laquelle on se situe. En fait, il y a des territoires qui sont plus en avance que d'autres, évidemment. Alors, dans les Bouches-du-Rhône, on n'est pas dans les territoires les plus en avance au niveau national. Il y a des éléments culturels qui ont été évoqués. Il y a des territoires, par exemple, le parc naturel régional du Gâtinais, au sud de Paris, 70 communes. Cette année, il y avait 36 communes qui éteignaient totalement leur éclairage au moins 2 mois de l'année. C'est-à-dire que pendant l'été, quand le soleil se couche à 10h30, 11h, allez, à un moment où on n'a plus beaucoup d'activité à l'extérieur, pourquoi allumer pour une demi-heure ou 1 heure? Donc il n'y a plus d'allumage entre 2 et 4 mois pour 36 des 70 communes. Et cette année, il y avait également 68 des 70 communes qui éteignaient 5 heures par nuit. Ce qu'il faut voir, c'est que ça fait depuis 1999 que ce PNR s'est lancé dans cette démarche-là. Au début, c'était 1 ou 2 communes. Ce qui est intéressant de voir, c'est que chaque année, il y a de plus en plus de communes qui s'engagent dans la démarche et il n'y en a aucune, ou quasiment aucune au niveau national, ce qu'on observe, qui reviennent là-dessus. C'est-à-dire que quand on arrive à convaincre, à démontrer qu'effectivement, en général, ça apaise, selon les quartiers, il y a un traitement à faire par quartier, mais ça apaise parce que l'éclairage la nuit, ça peut favoriser des rassemblements nocturnes qui sont générateurs de nuisances sonores, de rassemblements, consommation d'alcool sur la voie publique, etc. Donc finalement, notamment en milieu rural, l'extinction, globalement, elle est plutôt un facteur d'apaisement, d'amélioration de la qualité du sommeil. On n'en a pas parlé là, dans le film on en parlait. La lumière qui rentre chez soi, en Provence, c'est extrêmement gênant. L'été, on a besoin d'aérer pour faire tomber la température de la chaleur accumulée pendant la journée. Aujourd'hui, on nous dit il faut lutter contre le réchauffement climatique, il faut éviter les clims. Ah oui, mais si je suis obligé de fermer mes volets pour être dans le noir, je suis obligé d'installer une clim. Donc quelque part, réduire l'éclairage, c'est lutter contre le réchauffement climatique. Vous voyez, moi j'habite à Aix-en-Provence, c'est extrêmement éclairé. Et c'est clair que la nuit, je peux me balader dans mon appartement sans éclairer, j'y vois parfaitement bien avec les éclairages environnants. Donc il y a tous ces éléments-là qui font que petit à petit, il y a une prise de conscience. Et il ne faut pas se voiler la face, la première des prises de conscience, c'est que l'électricité coûte cher et va coûter de plus en plus cher. Et qu'aujourd'hui, quand c'est 40% du budget électricité d'une commune, l'éclairage public, c'est pertinent de se poser la question de
Est-ce que j'ai besoin de maintenir tous ces points d'éclairage? Et si oui, est-ce que j'ai besoin d'éclairer tout le temps? Et est-ce que j'ai besoin d'éclairer aussi fort? C'est les 3 axes sur lesquels on va pouvoir jouer. La localisation, l'opportunité même du besoin d'éclairer, la temporalité et la quantité de lumière. Voilà. Ce qui a été dit par Martin Aubé, là, on l'a observé également en France, qui disait on est passé à la LED qui est plus économique, donc on a augmenté les puissances. C'est clairement ce qu'on constate. On est allé faire du terrain, pas plus tard que mardi soir, avec Nathalie, dans une commune des Bouches-du-Rhône, et on a constaté sur certains parkings à 2h30 du matin qu'on avait 4 fois la quantité qui est recommandée par une norme européenne, qui est une norme qui est déjà considérée comme très très élevée. Voilà. Donc il y a des facteurs d'économie vraiment conséquents, il y a des facteurs de réduction des nuisances qui sont facilement accessibles. Ce qu'il faut aussi avoir conscience, c'est qu'on a eu l'habitude d'éclairer beaucoup, mais comme il le disait dans le film, en fait, notre œil s'adapte très bien à des plus faibles lumières. Il y a des unités de mesure de l'éclairage, et en fait, en éclairant 2 fois moins que ce qu'on éclaire aujourd'hui, Berlin est 2 fois moins éclairé que Paris, en moyenne dans les rues. Il n'y a pas plus de morts dans les rues à Berlin ou d'accidents de gens qui se foulent une cheville à Berlin qu'à Paris, c'est culturel. Donc en fait, on peut vraiment réduire les quantités de lumière, si tant est qu'on le fait partout, pour éviter les gros contrastes, éviter de passer d'une zone très éclairée à une zone très sombre. C'est ça qui génère l'anxiété, le sentiment d'insécurité. Mais on peut vraiment réduire les quantités, sans parler d'éteindre. Vous parlez de votre centre-ville. Je pense qu'on peut souvent réduire en centre-ville, à défaut d'éteindre, et ça génère des économies d'énergie, ça réduit les nuisances, et ça va améliorer également, on n'a pas parlé, la qualité du ciel. Elle est proportionnelle à la quantité de lumière qui est émise, évidemment. Donc il y a toujours des niveaux intermédiaires qu'on peut atteindre. Très bien. Tu veux que je passe quelques diapos clés les diapos, il y a 60 diapos, donc je vais vous épargner ça. C'est plutôt si vous avez des questions un peu particulières, j'y viendrai. Et puis bon, là, c'est une photo de Marseille. On avait organisé un concours photo, le CEREMA, dans le cadre du Congrès mondial de la nature, qui est l'exposition photo a été exposée donc à Marseille en septembre. Et je vous ai mis en intro, c'est une photo d'un Marseillais de Marseille qui a fait partie des lauréats du concours. Voilà. C'était un clin d'œil. Merci à vous deux. Du coup, moi, je vais vous présenter une action au niveau de la Fédération régionale FNE. Et on intervient, donc on est en partenariat avec le CEREMA sur un diagnostic, sur un accompagnement en fait d'une commune, ce que citait Samuel, des Bouches-du-Rhône. Nous, ce qui nous paraît essentiel, c'est déjà la sensibilisation et mettre les citoyens aussi au cœur du sujet. Et donc, Monsieur le maire le citait, il est absolument nécessaire d'avoir les citoyens avec nous et de les sensibiliser. Alors, qu'est-ce que nous faisons à FNE? J'ai fait un diaporama très court. Voilà. Du coup, à FNE, on a ce qu'on appelle l'action « Les ambassadeurs de la nuit ». Donc c'est des bénévoles. Les personnes qui souhaitent nous rejoindre, c'est accessible en tout lieu, tout le temps. On essaie de s'organiser, plutôt beau jour parce qu'il fait assez froid en hiver. Et l'idée, c'est d'aller voir des vitrines, des enseignes lumineuses qui doivent être éteintes à partir de 1h du matin et de faire des recensements. Au sein de villes. Donc, nous avons déjà organisé plusieurs campagnes. Marseille, plan de campagne, Digne-les-Bains, Aix-en-Provence, Manosque, Avignon, Gap, Bandol et Sanary. Et on relève de nombreuses enseignes qui restent allumées. Donc, je vous ai mis simplement des photos. Donc ça, c'est après 1h du matin, où simplement on va, avec un groupe de bénévoles, prendre des photos. L'idée, c'est qu'ensuite, on imprime ces photos et qu'on l'envoie au maire qui a les pouvoirs de police pour pouvoir informer les commerçants. L'idée, c'est pas être coercitif, mais au moins d'avoir... il y a une méconnaissance, en fait, des enjeux de pollution lumineuse et de la réglementation relativement récente. Et l'idée, c'est d'informer les commerçants et avec la participation du public, du coup, de sensibiliser aussi les citoyens. Et donc, on en a fait plusieurs, on a envoyé des courriers. On a peu de retours à ce stade, mais on espère, donc là c'est à Bandol, c'est sur le bord de mer aussi, avec des reflets en mer. On espère que petit à petit ça va
s'aimer. Et donc, plus on sera nombreux, plus on sera des citoyens sensibilisés, et au plus, on espère que les collectivités seront sensibles et pourront à minima respecter la réglementation, voire éteindre sur certains secteurs ou diminuer la puissance. Voilà, donc si ça vous intéresse, ça s'appelle Ambassadeurs de la nuit. N'hésitez pas à vous rapprocher de notre association. Voilà, donc maintenant, si vous avez des questions, je vous laisse. Alors non, du coup, il faudra le dire à l'oral, voilà. Il faudra parler fort. Du coup, allez-y, du coup. Ma question, elle est courte. Donc, j'habite à Aix-en-Provence. Il y a quelque chose que j'ai remarqué. C'est les arrêts de bus où maintenant il y a des... On répétera au micro. On répétera au micro les questions. Voilà, la question sera répétée au micro pour que tout le monde puisse la comprendre. Allez-y. Donc à Aix-en-Provence, j'ai remarqué au niveau des arrêts de bus, maintenant on a des affichages vidéo et lumineux de pub. Déjà, je me pose des questions sur comment on peut autoriser ce genre d'affichage publicitaire qui est assez polluant, en fait, je trouve, déjà d'avoir des images animées comme ça. Et puis la nuit, ça éclaire également. Et en termes d'énergie et d'électricité, c'est pareil, c'est assez consommateur. Je me pose la question, je trouve ça va un peu à contre-courant justement de... Je ne sais pas si la réglementation autorise ce genre de choses. Pourquoi on autorise, on interdit... Allez-y. Il faut répéter la question du coup. Ah oui, donc la question est notamment à Aix-en-Provence. Sur les arrêts de bus, il y a des vidéos publicitaires principalement. Et la question était, est-ce que, c'est légal et qu'est-ce que l'on pourrait faire ? Au niveau de la légalité, je ne sais pas. Mais par contre, je vais vous parler en tant que maire. Si j'ai un service auprès de la population, avec, à l'heure actuelle, des budgets qui s'effondrent, si j'ai des encarts publicitaires et ils me disent, monsieur le maire, sur tous vos arrêts de bus, on va mettre des clips vidéo, mais par contre, tout votre service de transport collectif sera payé. Moi, le premier, pourtant je suis très sensible à ceci, je vais plus qu'hésiter. En fait, c'est un compromis. On a une collectivité qui doit avoir des recettes et des dépenses. On essaye toujours d'amenuiser les dépenses, mais il est vrai qu'au niveau des recettes, pour un maire, pour quelqu'un qui gère une collectivité, c'est un jeu d'équilibre. L'éclairage public, par exemple, par quartier, je ne l'éteins pas complètement. De 23h à 5h du matin, j'ai économisé 58,7% d'énergie. Je serais très intéressé, et ce serait la logique financière, j'éteins tout. Mais je sais très bien que la population ne veut pas. Donc c'est un jeu d'équilibre, partout. Je me permets, d'intervenir. Je vous ai affiché, on a essayé de décrypter, nous, la réglementation, donc notamment l'arrêté ministériel dont il est question dans le film, du 27 décembre 2018. On pourra le mettre, je pense, sur le site de l'Alcazar, et donc, si vous voulez revenir un peu plus précisément. Mais donc, tout ce qui est vitrine, enseigne lumineuse, je pense que ça en fait partie, puisque ça va être une publicité. À partir d'1h du matin, ça doit être éteint. C'est ce qui est écrit dans la réglementation. Après, il y a un enjeu de contrôle. Oui, il y a une petite nuance. Oui. Vitrine et enseigne, ce n'est pas réglementé par les mêmes textes. Donc les vitrines, effectivement. Les enseignes, c'est enseigne et publicité. Et l'arrêté ministériel est en cours de révision actuellement. Parce qu'en fait, il y a des règles qui sont assez compliquées aujourd'hui, selon qu'on est ou pas dans une agglomération de plus de 800 000 habitants. Ce qu'il faut retenir, c'est que normalement, ça doit être éteint en cours de nuit, effectivement, et les images mobiles ne sont pas autorisées en cours de nuit. Ça peut être possible en soirée, mais je crois qu'il y a une heure à partir de laquelle on ne peut plus avoir d'image, on doit avoir de l'image fixe. Voilà. Effectivement, sur Aix-en-Provence, je l'ai constaté aussi. J'ai aussi constaté que c'était sur des abribus qui existaient, qui ont été démontés pour être remplacés par ces installations-là, effectivement. Et la difficulté aussi, c'est que l'abribus doit être éclairé pendant les heures de fonctionnement des bus. Bon, ils l'étaient avant, maintenant ils le sont, et en plus il y a la vidéo. Voilà. Mais c'est une vraie question, parce que en fait, voilà, là où le point est extrêmement important, c'est qu'aujourd'hui les efforts portés par les collectivités pour réduire la pollution lumineuse, ils portent sur l'éclairage public, l'éclairage de voirie.
Mais l'éclairage de voirie, c'est qu'une partie des nuisances sur un territoire. Selon la manière dont on a conçu votre territoire, ça peut être très pavillonnaire, ça peut être industriel, ça peut être... La dernière fois, j'ai fait des photos là au-dessus de Gardanne. Bon, c'est sûr, quand on est sur les collines au-dessus de Gardanne, on voit plus les usines que les habitations. Dans d'autres quartiers, l'éclairage, il est quasiment que privé. C'est que les habitations, il y a des grands jardins et des spots, etc. Donc, et la publicité, en fait, on le voit sur Times Square, on le voit dans certains centres-villes ou quoi. En fait, il n'y a même pas besoin d'éclairage public. Il y a tellement de vitrines et de panneaux publicitaires qu'on y voit les Champs-Élysées, 95% de l'éclairage des Champs-Élysées, c'est la publicité, les vitrines, c'est pas l'éclairage public. Il est presque inutile dans ces endroits-là. Donc, ne s'attaquer qu'à l'éclairage public et ne pas considérer la problématique de la publicité lumineuse, effectivement, c'est oublier une cible importante et qui a tendance à se développer. Je vous disais qu'il y avait une réglementation qui était en cours de rédaction sur ce sujet-là. Il faut savoir que jusqu'à aujourd'hui, en France, rien n'encadre la quantité de lumière que peut émettre un panneau publicitaire. Et vous avez dû voir sur le territoire certains panneaux qui sont extrêmement brillants, voire éblouissants en bord de route. Je pense à la Pioline à Aix-en-Provence, ou quand on monte vers Aix en partant de Marseille, sur l'autoroute de Manosque, qui a... pas loin de l'Arena, à droite, là il y a un panneau sur le pont. Enfin, voilà, il y a des panneaux comme ça qui sont extrêmement brillants et qui peuvent présenter même un risque pour les conducteurs. Hein. Donc là, la réglementation va encadrer, dire en quantité, il y a une manière de quantifier la quantité de lumière qui est émise par ces panneaux-là, ça va être encadré en 2022. Donc ça, c'est quand même un point extrêmement important parce que sinon, c'était sans limite, quoi. Il y avait le monsieur. Oui. Donc, moi, j'habite dans le 15e arrondissement de Marseille, et pas très loin de chez moi, il y a la zone de plan de campagne. Ah oui. Donc là, c'est pas Times Square, enfin, ça change beaucoup quand même. C'est de la compétence de toute cette zone commerciale qui est sur plusieurs communes, je crois, Saint-Pierre-des-Vallons, l'école de Bravo, oui. Peut-être un peu Cabriès. C'est de la compétence un petit peu de chaque mairie. De chaque mairie, oui. Oui. Non, c'est chaque mairie. Actuellement, j'ai discuté avec mon homologue principalement de Cabriès, Galas, qui a une grosse partie, qui essaie de faire une action justement pour limiter cette pollution lumineuse. Il y a les commerçants aussi, il y a plusieurs origines. Il y a déjà chaque commerçant qui a sa petite enseigne, c'est compréhensible pour attirer les gens. Bon, après, c'est vrai qu'à partir de 1h du matin, il y a plus grand monde qui se balade dans le campagne. Après, il y a aussi l'éclairage public, qui est sur les terre-pleins, qui est disproportionné. Et puis peut-être aussi, il y a ce sentiment justement des entrepôts sécurisés pour éviter les vols, tout ça. Alors ça, c'est un point important. Donc, je répète un peu ce qui a été dit pour les gens du fond. C'est la question de plan de campagne qui est à cheval sur plusieurs communes. La première question, c'était qui est compétent pour intervenir sur les sources d'éclairage. Et puis après, il y a eu un listing des sources d'éclairage. Donc, éclairage publicitaire, les enseignes, éclairage public avec l'éclairage des voiries, puis également l'éclairage de sécurisation des entrepôts. Donc, tout à l'heure, dans le film, il était dit que lier éclairage et sécurité, c'est une erreur. En fait, c'est pas aussi tranché que ça. En tout cas, la connaissance que j'en ai, c'est que ça dépend des situations. C'est-à-dire qu'effectivement, les cambriolages et les agressions sur les personnes, c'est essentiellement de jour. Par contre, il y a eu un effet confinement qui a été observé notamment sur la commune de Grasse, qui a voulu suivre, après extinction, ce qui se passait. Bon, c'est sûr, quand on suit l'extinction pendant le confinement où tout le monde est chez soi, c'est pas tout à fait comparable à une situation normale, même si ça devient malheureusement un peu la normalité en ce moment. Bref. Toujours est-il qu'il y a moins de cambriolages, enfin, ça a un effet positif sur les cambriolages chez les personnes. Par contre, sur les entrepôts, on a un enjeu. C'est-à-dire que c'est des endroits non gardés où il n'y a pas grand monde. Et donc, on ne va pas traiter de la même manière un entrepôt. Ça ne veut pas dire qu'il faut éclairer tout le temps. Ça peut être de la détection de présence qui va mettre beaucoup plus en valeur l'arrivée de quelqu'un qu'un éclairage continu, par exemple. Mais ne pas éclairer dans des zones de stockage de matériaux qui peuvent être cambriolés, etc., effectivement, c'est pas forcément une très bonne idée. Alors, caméra, c'est souvent un argument sur l'éclairage public. Il faut savoir qu'il y a deux technologies de caméras qui sont utilisées en sécurisation. Des caméras infrarouges, qui n'ont pas besoin d'éclairage pour fonctionner, puisqu'elles fonctionnent par définition dans l'infrarouge. Vous avez une petite source à infrarouge qui est reliée à la caméra, et des caméras qui voient dans le visible et qui dépendent de l'éclairage. Donc, il faut bien voir de quoi on parle, mais effectivement, il y a des possibilités de faire sans éclairage. Après, c'est des questions de coût, de choix techniques, etc.
Mais il y a un enjeu à prendre en compte, clairement, sur les zones de stockage de matériaux, les entrepôts, etc. On ne peut pas traiter ça comme un quartier d'habitation ou une zone naturelle, etc. Il faut vraiment faire du cas par cas, comme disait monsieur le maire, quoi. Si vous allez du côté de l'étang d'Aubert, il y a beaucoup d'entreprises Céveso. Je pense que ce serait difficile d'éteindre. Oui, c'est un peu au cas par cas, effectivement. Il y a des obligations d'éclairer. Il y a peu d'obligations d'éclairer, mais il y a effectivement des obligations d'éclairer quand il y a des gens qui travaillent de nuit dans les enceintes portuaires, aéroportuaires. Et principalement Céveso, où c'est souvent les 3-8. Voilà, tout à fait. Par contre, la quantité, elle peut être réglementée quand il y a un besoin. Mais il y a des grosses marges de progrès en général qui peuvent être faites. Par exemple, sur l'aéroport de Marignane, il y a eu un travail du CEREMA et je crois qu'ils ont diminué par plus de 2 les factures. Et la quantité de lumière est mise vers le ciel. Donc il y a toujours des marges de progrès. Après, l'extinction n'est pas un but en soi systématique partout, quoi. On peut, sans aller jusqu'à l'extinction, on l'a vu sur la commune qu'on a visitée mardi. Moi, ma première impression en début de soirée, quand ça commence à s'allumer, c'est que c'était correct, pas très puissant, etc. Et en fait, on passe 4-5 heures sur le territoire, on fait toutes les rues et on se rend compte que les quantités, les qualités de lumière, etc., on a beaucoup à faire et on peut faire gagner beaucoup d'argent, entre guillemets, au conseil municipal en optimisant les installations en place. Il y a des rues qui sont éclairées, qui sont plutôt dans les zones industrielles. Là, vraiment, on se posait la question de pourquoi l'éclairer, cette rue. Il n'y a pas de piétons, voilà, donc il y a beaucoup de marges. Mais ces marges, elles ne seront mobilisées par l'équipe municipale que si c'est une demande, je pense. Il y a des maires qui sont très volontaires, mais effectivement, si en face on a une population qui est hostile à ces sujets-là, c'est compliqué. Donc il y a vraiment une nécessité de sensibilisation, d'entendre aussi les attentes, les craintes de la population. Il y a des gens qui sont opposés à l'extinction parce qu'ils ont besoin de ça pour trouver leur serrure, ce genre de choses. Il y a des maires qui font du cas par cas. J'ai déjà vu des solutions très, très, très personnalisées pour réussir à répondre aux craintes. Il y a une... Allez-y. Sur les grands immeubles de Marseille, il y en a quelques-uns, notamment dans l'autoroute, où on voit des enseignes lumineuses au sommet de grands immeubles. Ah oui. Il y a Alliance, il y a oui. Radio Azur, oui. Livonne, Verex, etc. Bon, c'est toléré, c'est interdit. C'est des enseignes, ça. Pour moi, c'est une enseigne. Alors après, enseigne et pré-enseigne, logiquement, c'est en lien avec le bâtiment. Enseigne, c'est sur le bâtiment qui accueille le service pour lequel on fait une publicité. Donc. Oui, mais est-ce que Alliance, ça correspond à la tour Alliance ou pas? Non, c'est une pub. Oui. Oui, non, mais alors ce qu'il faut savoir, c'est que sur la publicité, il y a énormément de publicité illégale. Oui. Quand on parle de publicité lumineuse, mais tout à l'heure on parlait de plans de campagne. J'étais avant à la direction régionale de l'environnement, j'avais une collègue qui travaillait sur la pub, qui avait travaillé sur plan de campagne, et il y avait eu une quantité de panneaux illégaux qui avaient été démontés à l'époque dans les années 2013-14. Là, c'était conséquent. Et sur la pollution lumineuse, la publicité lumineuse, on a aussi ce cas. Effectivement, il y a des installations qui sont illégales. Est-ce que les lampadaires boules sont toujours autorisés? Non. Avec une IME sur 600 mètres de campagne rase. C'était l'innovation. Vous l'avez changé? Il y a encore fait des catalogues. De l'équipement public. Et puis en voiture, on a les phares. Donc sur ce genre de secteur, on n'a pas forcément besoin d'éclairer. Mais alors, l'autorisation de la vente, oui, on a encore le droit de les vendre. Et c'est assez paradoxal parce qu'à partir du 1er janvier 2025, tout lampadaire qui émettra plus de la moitié de sa lumière vers le ciel devra être démonté. Donc ça concerne si des gens sont en copro, etc. On a beaucoup de lampadaires boules, etc. Il faut l'anticiper, en parler en syndic de copro, parce que tout ça devrait être remplacé d'ici à 2025. Ou mettre un chapeau dessus, mais dans ce cas-là, vous perdez beaucoup en efficacité énergétique. Oui. Le problème, c'est que pour l'éclairage public, c'est un marché public. Le marché public, c'est un contrat. Et surtout, lorsque le marché est passé, ça passe à la répression des fraudes de la concurrence. Donc, c'est validé. Et si ça passe au conseil municipal, c'est une délibération qui a valeur d'arrêté du maire. C'est dur d'aller à l'encontre. Après, c'est dans les renouvellements où on peut agir.
Je pense que si l'investissement a été fait, moi je vous dis, boule, il n'y en a pas sur ma commune, hein, mais c'est encore dans les catalogues pour les équipements publics. Mais si je commande ceci, qui est encore légal, si l'État dit à une mairie comme la mienne, maintenant vous enlevez tout, je leur demande, oui, très bien, mais vous payez. Alors, et c'est sûr qu'ils ne vont pas payer. Donc c'est sans doute au renouvellement. Après, c'est délicat de tout faire enlever parce que la loi dit. petite précision, je vous dis c'est encore légal. En fait, c'est encore légal selon les usages. C'est-à-dire qu'en éclairage de voirie, c'est interdit. On ne peut pas mettre de lampadaire boule en voirie aujourd'hui. En voirie, on doit avoir un luminaire qui envoie au maximum 4% de son flux lumineux au-dessus de l'horizontale. Donc les boules sont formellement exclues depuis le 1er janvier 2020. Là-dessus, il n'y a aucune ambiguïté. Par contre, du lampadaire boule peut être utilisé dans d'autres usages que ce qu'on appelle l'éclairage de sécurisation des déplacements. Voilà, donc en gros, en voirie, en bord de route, que ce soit pour les voitures, les vélos, les piétons, on ne peut plus mettre de lampadaire boule neuf. Et dans les catalogues, quand c'est présent, normalement, les professionnels ont fait le travail d'analyse. C'était il y a 2 ans. Hein. Je veux dire, les marchés d'il y a 2 ans, très bien encore équipés. Ouais. Mais l'arrêté date de 2018. Donc il y a une mise à jour des catalogues des fabricants. Nous, on a rencontré un certain nombre de fabricants. Ça leur a demandé un effort quand même conséquent après l'arrêté du 27 décembre 2018 pour adapter leur gamme aux exigences de l'arrêté. Parce que le plus gros volume de lampadaires qui sont vendus par ces fabricants, c'est évidemment la voirie. C'est leur plus gros marché. Et il y a eu un certain nombre de contraintes, notamment sur la quantité de lumière qui peut être émise au-dessus de l'horizon. Il y a aussi la température de couleur. Donc tout à l'heure, on voyait l'exemple québécois où, en gros, c'était sur la bonne volonté, mais en France, c'est une obligation légale. Le maximum qu'on peut installer en voirie, c'est les 3000 Kelvin qui étaient cités tout à l'heure. C'est un blanc orangé. Voilà. Et il y a un certain nombre de communes qui vont effectivement sur des températures plus chaudes que ça également. Et l'arrêté en voirie limite aussi la quantité de lumière qu'on a le droit d'émettre et encadre aussi la manière dont on doit l'émettre, c'est-à-dire que le cône de lumière doit être rassemblé vers le pied du luminaire. On ne doit pas éclairer à l'horizontale très très loin. On doit limiter le cône d'émission de la lumière. Voilà. Tout ça pour limiter justement les phénomènes de perception à distance par l'homme et par les bestioles, etc. Tout à fait. Alors déjà, il y a un premier point, c'est que la réglementation, celle dont on parle depuis tout à l'heure, interdit, et c'est rétroactif, même si extrêmement compliqué à mettre en œuvre, interdit l'éclairage direct des surfaces en eau, donc c'est les rivières, les lacs, les étangs, toutes les surfaces en eau terrestre, et la partie terrestre et maritime du domaine public maritime, c'est-à-dire les plages et la mer ne doivent pas être éclairées directement. Quand on inverse le point de vue, ça veut dire que vous êtes une tortue ou un oiseau, vous arrivez depuis la mer, vous ne devriez pas voir de source lumineuse. Vous pourriez voir une surface éclairée par une lampe, c'est-à-dire un mur éclairé. Voilà. Bon, on est très très loin de cet objectif, on est bien d'accord. Par contre, sur les nouvelles installations, on devrait, et ça, j'appelle à chaque citoyen à être vigilant sur ce point-là, qu'on n'a pas de nouveaux points lumineux qui éclairent les surfaces en eau. Et alors, effectivement, donc, on a fait un travail, nous, pour l'instant, c'est un travail interne État, mais qui va, je pense, sortir vis-à-vis des collectivités. En fait, l'État délivre des autorisations d'occupation du domaine public, notamment du domaine public maritime, pour des périodes, pour des locations de transat, ce genre de choses. Et en fait, on a travaillé avec les services de l'État en région pour réfléchir à comment appliquer cette interdiction d'éclairage des zones littorales dans le cadre de ces autorisations administratives. Et dans ce document-là, on a notamment fait une phase de bibliographie sur les effets connus de l'éclairage sur le littoral et sur la mer. Et en fait,
tout le monde est impacté. C'est-à-dire, vous avez parlé des tortues. Donc les tortues, il y a 2 effets. Il y a les femelles qui ne sortent pas de l'eau pour aller pondre sur les plages éclairées. Donc elles vont aller sur des plages moins éclairées et peut-être moins pertinentes pour elles parce que plus exposées aux vagues ou moins bien chauffées parce que pour l'incubation, etc. Et les jeunes, effectivement, qui vont aller plutôt côté terrestre plutôt que côté mer et se faire prédater ou mourir déshydratés. Voilà. Donc ça, c'est un phénomène qui est connu. Et il concerne plus nos départements d'outre-mer que la métropole, même si effectivement, on a eu des pontes de tortues à Fréjus et vers Montpellier l'an dernier. Les oiseaux marins qui se crachent en arrivant sur la côte. Vous avez des impacts sur les coraux, sur les poissons, sur les insectes qui vivent dans les dunes. Enfin bref, tout le monde paye sa petite note avec la pollution lumineuse littorale, donc c'est effectivement un vrai sujet. Et nos côtes, effectivement, quand vous regardez les cartes de pollution lumineuse que Sébastien Vauclair a présenté tout à l'heure, vous voyez que en fait, le cône de pollution lumineuse s'étend très loin en mer. On n'a pas d'obstacle à la diffusion de la lumière, et donc l'éclairage de nos côtes a des répercussions à très longue distance en mer. Donc c'est un vrai sujet. Et dernier point sur les yachts, il y a eu un arrêté préfectoral de la préfecture maritime cette année qui interdit l'éclairage sous-marin. Je ne sais plus si c'est à partir d'une certaine heure ou de manière générale, mais en tout cas je crois que c'est dans toute la partie française du bassin méditerranéen que cette interdiction est rentrée en application cette année. Effectivement, il y avait des bateaux boîtes de nuit avec éclairage spot sous l'eau. Vous avez tous vu ce que ça donnait l'éclairage dans les ports. Les poissons se rassemblent, ça modifie complètement la répartition des espèces dans l'eau en fait la nuit. Ils n'ont plus du tout des comportements naturels et ça altère complètement le fonctionnement des écosystèmes marins. Il y avait 2 questions, il y avait ici et ici. Allez-y monsieur, allez-y. Bonjour, déjà merci à vous d'être là pour répondre aux questions. Moi j'ai une question, j'ai remarqué que du coup, à part sur cette dernière question, il y a beaucoup de questions qui peuvent tourner autour de l'impact sur l'humain. Je me demandais justement comment prendre en compte le vivant dans le débat, dans le débat public. Est-ce qu'on passe par de l'énervement? On l'a vu un peu dans le film, on est peut-être plus à même de protéger ou de prendre en compte le vivant si on sait qu'il est présent, si on est émerveillé. Est-ce qu'on passe par de la valorisation de la biodiversité, de la nature, parce que c'est un argument économique? Dans ce cas-là, comment on le quantifie? C'est un peu large comme question, et du coup, comment on arrive à faire rentrer le vivant dans le débat public sur ces questions-là? Tu veux que je mette des diapos de toi? Oui, on peut passer quelques diapos pendant que tu fais défiler les diapos. Moi, je trouve que l'intérêt de ce sujet, la pollution lumineuse, c'est que c'est un sujet qu'on peut aborder par plein d'axes, plein d'entrées. Il y a l'entrée économique qu'on a abordée, il y a l'entrée qualité de sommeil, qualité santé, il parlait des incidences sur les cancers. On a une entrée effectivement émerveillement. Il y a des territoires en France qui font complètement ce pari-là et qui cherchent à se créer une identité nocturne, retrouver l'accès aux étoiles. Vous avez des territoires qui vraiment travaillent sur ce sujet-là. Et après, la quantification, elle passe par... Alors, sur la pollution lumineuse, je n'ai pas connaissance de beaucoup de travaux là-dessus, mais c'est sur les services écosystémiques, c'est-à-dire les services que nous rend gratuitement la nature et qui nous apportent un bénéfice, qui sont rentables pour nous, humains. Il y a une étude qui était intéressante. Ah bah tiens, alors, reviens juste avant là. Donc là, c'est Grenoble. Voilà, Grenoble. Là, on voit très bien la combinaison du phénomène de pollution lumineuse et de pollution atmosphérique. Là, vous avez les particules en suspension. Grenoble est bien connu pour cet effet cuvette. Excusez-moi, je m'échappe de ce que j'étais en train de dire. Service écosystémique, oui. Il y a une étude qui a démontré que l'éclairage sur une espèce végétale en particulier diminuait de 13% le rendement d'un champ éclairé quand on comparait à un champ non éclairé. Donc là, ça commence à parler aux gens. C'est-à-dire que si on commence à dire l'éclairage altère les rendements des plantes qui dépendent de la pollinisation, et qu'aujourd'hui on sait qu'on va vers 9 milliards d'habitants, on va avoir des difficultés à nourrir tout le monde, etc., ça commence à parler. Quand on regarde toutes les espèces qui sont impactées par l'éclairage, en fait, elles ont toutes un rôle dans l'écosystème qui est compliqué à quantifier, mais quand on arrive à le démontrer, c'est beaucoup plus facile pour les gens de comprendre que oui, il y a un intérêt à protéger la chauve-souris qui va prélever le tiers de son poids chaque nuit en moustiques et en insectes volants qui m'enquiquinent quand j'ouvre ma fenêtre, parce que je peux l'ouvrir, parce que je ne sais plus éclairer chez moi.
etc., etc. Donc c'est sûr que c'est des arguments à construire, à objectiver scientifiquement pour être crédible. Mais je pense qu'on peut, selon la sensibilité de la personne qu'on a en face de soi, on a plein d'angles d'attaque pour parler de ça, et on est tous concernés. Qu'on soit citoyen, élu, professionnel, on a tous un éclairage chez nous, ou au boulot, etc., ou dans notre mairie. Et donc, il y a forcément je pense qu'on peut trouver un angle pour toute personne qu'on a en face de soi, quoi. Et je pense que c'est la difficulté de monsieur le maire de réussir à parler à tout le monde sur la commune. Le rôle d'un élu, c'est satisfaire tout le monde, entre autres. Mais il y a quand même une politique générale qui est axée, sur la commune de Simiane-Clonc, c'est un peu la préservation de l'environnement et la pollution lumineuse en fait partie. Là, je vois qu'il y a beaucoup de Marseillais, c'est normal, on est à Marseille. Simiane-Clonc, il y a 2 barres rocheuses, ça touche Marseille, hein. Mais les zones habitées, il y a 2 barres rocheuses. Tout est noir, puisqu'on était à ces quartiers-là. Et je peux vous garantir, malgré les barres rocheuses, il y a un halo lumineux qui se voit toutes les nuits. C'est Marseille. Je veux dire, malgré les barres rocheuses, on le voit, on le perçoit. On aperçoit le dôme de Marseille depuis les Cévennes. Ah ouais. Donc c'est pas étonnant qu'on le voit depuis aussi bien. On va prendre encore 2 questions et après le débat sera terminé. Enfin, l'heure tourne. Je peux me permettre, moi j'ai une question. En fait, c'est la question du motard, de l'automobiliste. J'ai un âge assez avancé, donc j'ai connu la période où les autoroutes étaient entièrement éclairées. Alors, en tant qu'usager de la route, on a du mal à se faire à l'idée que le fait d'éteindre les autoroutes ou les routes, ça puisse apporter, en tout cas augmenter la sécurité. Alors ça, c'est la question que je posais à monsieur le maire, qui a déjà répondu tout à l'heure. Mais... Alors, je suis motard aussi, j'ai un âge avancé. Sur la route, je donne ma perception des choses. 1, il n'y a pas eu d'accident dans les zones d'éteinte. Évidemment, si on est à 3,8 g, ça peut avoir une incidence. Mais enfin, je ne suis pas sûr que ce soit la lumière. Lorsque c'est éclairé, je suis à la limite ébloui. Lorsque c'est noir, mes phares, j'ai un bon éclairage sur mon véhicule, j'ai une meilleure perception de la route. Je vois beaucoup plus les virages, les entrées de virages, que lorsque c'est éclairé. C'est peut-être dû à mes yeux, à ma vision, ma façon de conduire. Mais pour moi, la route est beaucoup plus nette la nuit que lorsqu'il y a un éclairage. Après, il est évident, s'il y a des sangliers qui traversent la route, peut-être qu'il vaut mieux que ça soit éclairé, je ne sais pas. Et dans ce cas, il va falloir éclairer beaucoup. Alors si je peux donner quelques éléments sur ce sujet-là, en plus, il y a eu quelques études qui ont été réalisées sur le sujet, notamment la Belgique éclaire énormément ses autoroutes. Il y a l'autoroute A16 ou A26 dans le nord aussi qui a été éteinte. Enfin, elle n'a pas été éteinte. Les câbles ont été volés et donc la conséquence, c'est que ça a été éteint. Et en fait, ce qui a été constaté, c'est qu'il y avait moins d'accidents graves parce qu'en fait, la lumière donne un sentiment de sécurité et donc on roule plus vite. Mieux on y voit, plus on accélère. C'est aussi un constat qui a été fait dans les villages du parc naturel régional du Gâtinais. Les gens dans le noir sont beaucoup plus prudents. Donc ça ne veut pas dire qu'il y a moins d'accidents, mais qu'il y a moins d'accidents graves. C'est-à-dire qu'effectivement, on voit moins bien les obstacles, la survenue d'un sanglier, ce genre de choses. Mais en théorie, on roule quand même beaucoup moins vite, à moins d'être un peu givré. Et donc ça réduit la gravité des accidents. Voilà. Après, encore une fois, ce que je vous dis, ce n'est pas scientifique, c'est quelques cas où ils ont essayé d'objectiver les conséquences de l'extinction. Après, encore une fois, je pense qu'il faut se poser la question à l'échelle globale et pas avoir une réponse unique. Il y a clairement des zones sur lesquelles il faut éclairer. Quand on a des zones de rencontre entre des piétons et des voitures, ce genre de secteur, clairement, ça doit être éclairé, notamment aux heures, heures de sortie des écoles, en hiver, ce genre de choses. La question, elle n'a pas besoin d'être posée, c'est évident qu'il faut éclairer. Par contre, route en pleine campagne, le barreau routier qu'évoquait monsieur tout à l'heure, entre un village et un hameau, en pleine montagne, où les gens sont habitués plutôt à voir le ciel que des lampadaires, la lumière
va inciter les gens à rouler plus vite, mais ne sécurise que très très peu. C'est plutôt contre-productif en général, notamment sur autoroute. Voilà. Et bon, par contre, ça implique qu'on ait des phares qui fonctionnent correctement. Et ça, c'est aussi une question de responsabilisation individuelle sur l'entretien des véhicules, quoi. Oui, il y avait vous, du coup, et vous. Moi, j'ai déjà parlé. Ok. Christophe. Donc, Christophe Variant, je suis conseiller municipal en Suisse-Lausanne. Donc, moi, dans le cadre de ma démarche ABC, j'ai l'idée de mettre en action justement l'extinction nocturne. Donc, avant de convaincre la population, il faut déjà convaincre les autres élus du conseil municipal. Et ce soir, j'ai découvert un super outil, qui est ce film. Après, j'irai effectivement faire un petit tour à Saint-Command. Oui, le retour d'expérience. La question, c'est ce film, est-ce qu'on peut le récupérer justement pour se servir comme outil de sensibilisation? Alors, il est sur YouTube, il est libre de droit sur YouTube, mais en bonne qualité. Les droits d'auteur, c'est 50 € et on peut passer facilement les coordonnées du réalisateur pour que vous puissiez organiser ça. Nous, on peut accompagner aussi en tant que société civile pour montrer que c'est pas qu'une personne qui pense ça. Donc voilà. Il n'y a pas de souci pour passer les coordonnées du réalisateur et s'aimer dans d'autres territoires. Oui, il illustre les enjeux, oui. Passerai les coordonnées. Moi, j'ai vu ce monsieur. Après, on va bientôt clôturer. Mais allez, une dernière question que vous alliez poser. Ou un témoignage. Moi, j'imagine, si Aix-en-Provence éteignait ses lumières, je serais tenté de redécouvrir ma ville la nuit. Est-ce que, justement, dans l'expérience de Signal, il y a des habitants qui se sont aventurés dans la ville la nuit, enfin, le côté un peu ludique de redécouvrir? Est-ce qu'il y a eu un retour d'expérience aussi des habitants sur le côté jeu? Oui. Je ne suis pas sûr d'ailleurs que ce soit que des Simianais. Puisque nous avons une colline qui est entourée de zones urbaines. Mais je peux vous garantir que la nuit, il y a des marcheurs avec des frontales qu'ils allument plus ou moins. Bon, je ne vois pas trop l'intérêt, mais enfin, si, peut-être découvrir la nature. Le centre-ville, vous parliez d'Aix, faut faire attention quand il y a une zone où il y a un peuplement assez dense. Les rues non éclairées sont aussi on va dire, un aimant pour peut-être une certaine faune. Ça peut amener aussi de l'insécurité en ville. Si vous allez dans certaines villes, les rues non éclairées, ça sent l'urine, il y a de la bière, il peut y avoir des attaques de personnes. Quand je parlais, moi, de la sécurité, c'est le cambrioleur qui va chercher. Par contre, si c'est la sécurité directement des habitants qui sont à pied, parce que Aix est une rue piétonne, je ne suis pas sûr que ce soit de bonne loi, du moins, au niveau de la sécurité, d'éteindre toute la ville. Par contre, toute la périphérie de la ville, je pense qu'il y a beaucoup de zones que l'on pourrait éteindre. Le centre-ville est un lieu de vie. Voilà. Des alentours. Mais nous, ce qu'on soulignait au maire de la commune dans laquelle on était en début de semaine, c'est que au lieu d'éclairer tous les bâtiments, de mettre en lumière le patrimoine, comme c'était souligné dans le film, on peut aussi avoir une autre attractivité touristique, faire des balades nocturnes et redécouvrir la faune nocturne et les bruits et le ciel. Donc c'est une autre manière aussi de proposer autre chose aux habitants, aux touristes. Les balades nocturnes pointeront en fou. Hein, mais les territoires je le dis en tant que maire. Hein. Il y a des territoires qui, au niveau de la mairie, font ce pari-là, justement. Mais ça dépend du territoire. Oui. Là, bon, je crois qu'on va bientôt arrêter les questions, c'est bien ça. Oui. Je ne suis pas sur la trame lumineuse, mais là, quand j'entends les balades nocturnes ou autres, actuellement, nos massifs, donc les zones qui sont protégées, sont en danger. Ils sont en danger à cause d'une surfréquentation. Donc là, on éteint les sources lumineuses, justement, quelque part, pour que la biodiversité puisse s'épanouir. Si on organise des randonnées en même temps, c'est un peu contre-productif. J'ai rien contre les balades, au contraire. Oui, c'est
pas le même impact. Mais par contre, point trop d'infos. Moi, sur ma commune, ce sont des cars complets qui viennent de Marseille, qui viennent d'Aix, de marcheurs nordiques, etc., qui viennent. J'ai des pénétrants dans le massif où on arrive à avoir pratiquement 2000 personnes. Les sentiers en souffrent, les animaux se raréfient. On a même l'aigle de Bonelli qui avait commencé à nicher et qui est parti sur un autre versant parce qu'il a été dérangé. Il a été trop dérangé. Et ce phénomène s'amplifie notamment avec l'essor des VTT électriques, où maintenant ils vont beaucoup plus loin et dans des zones où ils n'accédaient pas, la fatigue musculaire aidant. Voilà, enfin, ça n'a aucun rapport, mais ça questionne je tenais quand même à le dire parce que c'est un phénomène que l'on a sur tous les massifs, du moins de la métropole. Oui, et les sites naturels protégés. Oui, on l'a vu, on le voit dans les calanques, etc. Mais ça questionne la cohabitation, notre coexistence avec le vivant. C'est quand même important aussi pour les citoyens d'accéder à la nature. Donc voilà, c'est un équilibre à trouver. Oui, c'est un jeu d'équilibre. Voilà, exactement. On va clôturer. Je vous laisse, Gilles, clôturer ou Thierry. Tout d'abord, je tenais à vous remercier. Donc, à remercier donc, nos intervenants, l'association France Nature Environnement, remercier Nathalie pour son travail. Vous rappelez que justement tu parlais de coexistence, et coexistence en fait ça va être l'objet d'un petit cycle qu'on fait à l'Alcazar qui va s'appeler les jeudis de la biodiversité. Il y aura 3 rendez-vous, 3 films sur la biodiversité en PACA, avec, je crois, il me semble, le réalisateur, il me semble. Oui, qui est dans la salle d'ailleurs. Qui est dans la salle. Je vous invite à regarder donc, sur le portail des bibliothèques. Vous aurez les dates très bientôt. Donc ça sera un jeudi, je pense, vers de 16h, c'est ça? De 16h à 18h, avec un film à peu près d'1 heure, il me semble, plus la chance d'avoir le réalisateur, justement. Merci, monsieur le maire, d'être venu donner la vision des élus. Merci aux techniciens aussi du CEREMA, qui nous a appris beaucoup de choses. Et pour le dernier mot, monsieur le président de l'association, je vous laisse conclure. Merci de me donner la parole. J'ai plus grand-chose à dire. Remercier peut-être les personnes qui se sont déplacées et dire qu'on est disponible au niveau de notre fédération pour reproduire ce type d'événement. Avec l'Alcazar, c'est une très bonne chose, mais ça peut être refait dans d'autres endroits. Et effectivement, la série de films que Mathia a pu réaliser, qui s'appelle Coexistence, permet d'ouvrir les débats à différentes thématiques. Et tout ça, c'est cohérent, quoi. Tout ce qu'on a vu là, c'est pas détaché du monde, c'est un élément parmi d'autres. Et notre prétention à FNE, France Nature Environnement, c'est justement d'avoir une vision transversale qui permette de rétablir les choses de manière plus acceptable, et en tout cas qu'on puisse encore vivre un petit peu dans un monde, ce qu'on dit, nous, un monde vivable. C'est à portée de main dès lors que les citoyens décident de faire bouger. On l'a vu, moi je retiens quand même ce côté positif de l'action qui est menée. Sur la pollution lumineuse, c'est peut-être plus facile sur ce terrain-là, bien que sur un terrain par exemple de la mobilité, puisqu'on est à Marseille, la métropole, on voit bien que pour bouger les choses c'est plus difficile. Mais nous on appelle à cette action, à cette mobilisation citoyenne. Et donc merci de participer à nos actions et bonne soirée. Merci aux intervenants, effectivement.